Monsieur Fachin, merci à toi d'avoir accepté l'invitation du cabinet aujourd'hui. Alors, Jeanne, pour les gens qui nous écoutent sur la communauté de l'Eva-Vie, sur tous les réseaux sociaux en regardant cette vidéo, certains te connaissent déjà, d'autres te connaissent moins. Alors moi, ce que je propose, c'est que tu nous présentes qui tu es et pourquoi aujourd'hui on se rencontre. Alors, c'est toujours difficile de se présenter, mais bon, je suis psychologue clinicienne, je suis thérapeute, j'ai créé, il y a plus de 20 ans maintenant, des centres de psychologie intégrative qui existent un petit peu partout en France, mais aussi dans certains pays comme l'Angleterre et Londres, la Belgique et Bruxelles, la Suisse et Genève, avec cette idée de faire une psychologie extrêmement vivante, extrêmement contemporaine, extrêmement proche de ce dont chacun a besoin et qui soit une psychologie vraiment incarnée et pas une psychologie conceptuelle, un peu intellectuelle et qui peut quelquefois effrayer. Et puis, par ailleurs, depuis très longtemps, parce que j'ai rencontré cette population beaucoup dans mes consultations, je me suis intéressée à ces profils atypiques, ces profils d'enfants, d'adolescents et bien sûr d'adultes qui ont à la fois cette intensité d'intelligence, mais aussi ce foisonnement de sensibilité qui peut à la fois leur donner de considérables possibilités, des forces, des atouts, une forme de magie dans la vie, et quelquefois les conduire à se prendre un petit peu, en le disant familièrement, je pourrais dire à se prendre un peu les pieds dans le tapis, parce que parfois c'est too much. Comme on pourrait le dire aujourd'hui, c'est trop d'intensité, c'est trop d'informations, c'est trop de sensibilité, c'est trop d'exigences, c'est trop de besoin de perfection. Et en même temps, dans ce trop, il y a des milliers de possibilités qui s'ouvrent à chaque carrefour. Donc, j'ai écrit des livres pour permettre de se saisir de ces profils qui sont tellement passionnants pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils peuvent accomplir, ce qu'ils sont en train de devenir, et leur part d'ombre qui ne demande qu'à être éclairée. Donc des livres sur les enfants avec ces profils-là, et puis un livre qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, avec un point d'interrogation, et tout est dans le point d'interrogation, autour donc de ce que on appelle l'adulte surdoué, mais on pourrait dire aussi l'adulte à haut potentiel, ou encore le zèbre, puisque ma petite fierté 2021, et c'est Exact. important d'avoir des fiertés 2021, il n'y en a pas beaucoup, c'est que ce terme de zèbre est entré dans le Larousse comme l'appellation pour cette population d'enfants ou d'adultes qui présentent l'ensemble des caractéristiques dont on va parler tout de suite. Et puis, bien sûr, j'ai écrit beaucoup d'autres ouvrages chez Odile Jacob, l'éditeur, mais aussi chez Robert Laffont, et des ouvrages de psychologie, mais toujours des ouvrages qui se veulent totalement accessibles au grand public et qui soient un peu comme un prolongement de l'accompagnement qu'on peut mettre en place dans les centres Cogitos. Voilà, en gros, c'est compliqué, je pourrais dire 1000 autres choses, mais voilà. Je te remercie pour cette présentation. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on partage avec les gens qui nous regardent le pourquoi de la rencontre. Moi, je t'ai rencontré par chance parce que tu es aussi conférencière, hein, tu en parles pas, mais tu fais aussi de nombreuses conférences, tu donnes énormément de temps, notamment aux associations pour ces enfants-là. Moi, je t'ai rencontré en 2015, en novembre, à Paris, lors d'une conférence qui était organisée, où était aussi convié Olivier Revol, que tu connais très bien, je crois, autour de l'enfant précoce. Et la vie passant, moi je suis donc directrice dans le cabinet de recrutement. J'ai affaire à des dirigeants, à des managers, à des DRH toute l'année qui sont des fois un petit peu embêtés avec ces profils-là parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. Et nous, on les aime beaucoup au cabinet.
on aime ces parcours atypiques, on aime être une passerelle pour ces gens-là et leur donner la possibilité, même s'ils n'ont pas sur le papier toujours le parcours type, le diplôme type pour y arriver, ils ont des fois développé des compétences transversales et on aime bien être la passerelle pour ces gens-là. Et on se rend compte que c'est vraiment méconnu par bon nombre de managers en France. Et le fait que ce soit méconnu, ça donne souvent lieu à des incongruences, à des incompréhensions et des fois de la malveillance, même si ce n'est pas l'objectif de départ, ça peut quand même être la finalité. Et ça me paraissait être juste une évidence que de te faire venir aujourd'hui pour en discuter et pour échanger autour de cette thématique-là. Tu l'as accepté avec beaucoup de gentillesse. Je t'en remercie. Alors, du coup, ce qui serait sympa, c'est de peut-être donner des indications pour les managers, les dirigeants, ceux qui sont censés encadrer de l'humain, sur comment on peut déjà être interpellé par des fonctionnements ou des comportements qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, de se dire, tiens, peut-être que là, j'ai un zèbre devant moi. J'ai pas juste quelqu'un qui est un électron libre ou ingérable ou tous les termes des fois un peu négatifs qu'on peut retrouver autour de ce terme. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire à ces gens-là? Alors, moi, je crois que ce qui est important, peut-être, c'est de commencer par une forme de description un peu type. Alors, il faut être très prudent parce que dès qu'on fait une description type, on peut avoir cette sensation qu'on essaye de mettre les personnes dans des cases qui n'est pas du tout mon intention et qui n'est pas du tout mon mode de fonctionnement, bien sûr. Mais en même temps, ce qui est essentiel, je crois, c'est d'avoir des repères. Alors, les repères, ils sont dans cette double caractéristique de personnalité. Comme tout le monde, la personnalité se construit dans l'intrication subtile et intime et toujours présente de notre fonctionnement intellectuel et de notre fonctionnement émotionnel. C'est une illusion tout à fait farfelue de vouloir distinguer les deux. Et bien sûr, ces zèbres au potentiel ou autres surdoués n'y échappent pas du tout. Et c'est vraiment dans cette intrication qu'il faut les comprendre. Alors, sur un plan intellectuel, c'est une population qu'on connaît bien, c'est une population scientifiquement très étudiée, qui correspond à environ 2,3% de la population, ce qui est à la fois pas beaucoup et énorme, parce que c'est 2 personnes, presque 3 personnes sur 100, ça fait vite beaucoup de monde. Et surtout, comme on va le voir, avec les caractéristiques de leur personnalité, ça fait beaucoup de monde dont la présence dans l'entreprise, dans le monde professionnel est très vivante et donc assez facilement repérable finalement quand on comprend bien qui ils sont. Sur un plan intellectuel, c'est l'intelligence qui est particulièrement intense, c'est-à-dire qu'on va trouver une très grande rapidité dans ce qu'on appelle, nous, en psychologie, le traitement de l'information, mais ça veut dire que tout va très vite dans leur tête, ils captent les informations beaucoup plus rapidement que ce qui est habituel, c'est-à-dire que même au niveau du système nerveux, de la conduction des informations, ça va à peu près 2 fois plus vite. Donc, c'est une capture d'informations, une perception des informations qui va beaucoup plus vite, qui rentre beaucoup plus vite et qui va être analysée beaucoup plus rapidement aussi, parce que ça, on le sait avec l'imagerie fonctionnelle maintenant, c'est que les 2 hémisphères cérébraux sont plus connectés, sont hyper connectés. Donc, les informations passent en permanence dans l'ensemble des zones cérébrales et vont être prises en charge par un maximum de zones cérébrales, ce qui va donner une richesse d'analyse, de compréhension, une profondeur dans la façon d'analyser, de se saisir de la moindre information qui va aussi augmenter et alimenter cette intensité de pensée. Donc, une capacité de pensée extrêmement rapide, une capacité de pensée riche par cette hyperconnectivité cérébrale, une très grande donc, intégration de l'ensemble des informations, et puis une mémoire tout à fait particulière qui fait que il y a à la fois une forme de mémoire photographique, mais aussi une mémoire de 1001 petits détails qui n'auraient pas été saisis par
une mémoire plus classique, on peut dire. Ce qui veut dire que cette personnalité dans l'entreprise, dans le monde professionnel, peut se souvenir de détails d'un dossier, de ce qui a été dit à telle réunion, à tel moment, et que tout le monde a oublié et qui n'a pas été mis dans le compte-rendu, mais lui va s'en souvenir. Il va pouvoir se souvenir de détails aussi insignifiants que la façon dont chacun était habillé ou du temps qu'il faisait, ce qui paraît ne pas avoir d'importance dans le monde du travail, mais qui, pour lui, va avoir une incidence parce qu'il se dit oui, mais ce jour-là, on était tous plus ou moins morose parce qu'il faisait vraiment un temps très gris et peut-être que ça a influé sur une décision qu'on a prise ce jour-là et pour lui ça va être important, pour cette personne-là, pour cette personnalité-là ça va être important et c'est dans ces interstices que va se cacher d'une certaine façon toutes les singularités, toutes les nuances de ce fonctionnement intellectuel et toute cette intensité de pensée va donner également énormément de fulgurance, énormément de ce qu'on appelle là encore en psychologie cognitive de précognition, c'est-à-dire de savoir quelquefois avant, à cause de cette rapidité d'analyse une fois encore, et puis non seulement d'analyse de ce qui est en train de se passer ici et maintenant, mais avec la mémoire, de faire revenir dans la mémoire tout ce qu'on a déjà analysé avant, tout ce qu'on peut anticiper des tendances ou de ce qui va se passer après, et ce qui va faire que dans l'ici et maintenant, vous pouvez très bien avoir quelqu'un en réunion, bien sûr l'exemple est totalement réducteur et peut paraître anodin, mais va dire, mais moi je suis sûre qu'en 2030, il faudra faire des voitures rouges. Sauf que lui n'aura pas toutes les analyses quali, quanti pour pouvoir pour pouvoir certifier son affirmation, pour pouvoir rassurer finalement les autres personnes de la réunion, le directeur marketing, le directeur financier, le directeur technique, peu importe, de son affirmation. Et il aura lui-même des difficultés à retracer la certitude, sa certitude. Et c'est ça qui peut quelquefois achoper. Mais je vais y revenir. Parce que à cette intensité de pensée, s'assortit une intensité au niveau de la sensibilité. Et la sensibilité, c'est pas uniquement l'émotivité, c'est pas simplement être hyper réactif émotionnellement, c'est une forme de perméabilité au monde. C'est-à-dire, c'est capter avec l'ensemble de ces 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, tout ce qui se passe dans l'environnement. Et ça veut dire quoi? Je le disais pour la mémoire, ça veut dire voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, sentir. Et c'est pas rien de sentir. Sentir ce que les autres ne sentent pas, mais avec l'odorat, on peut capter des informations. On peut sentir, par exemple, que quelqu'un est passé dans ce bureau avant, et c'est quand même étrange parce qu'on pensait que cette personne-là ne devait pas être en contact avec telle autre, mais on sent son odeur dans le bureau où on est convoqué. Donc, on stocke cette information en mémoire. Mais qui pourrait penser qu'on va stocker une information olfactive? La sensibilité, c'est vraiment ça, c'est cette vibration au moindre murmure du monde constamment. Et ça donne énormément de force et d'intensité, là encore, parce que ça donne cette possibilité d'une surcaptation du monde et donc d'une richesse pour penser au-delà du sujet précis sur lequel on travaille, dans les entreprises, dans le monde professionnel. C'est un immense atout quand il est attrapé pour ce qu'il est. Parce que c'est un atout, cette capacité à englober dans un tout des informations qui parfois n'ont pas forcément de sens ou de lien les unes avec les autres quand on les prend indépendamment, mais qui tout d'un coup vont faire un sens, une évidence. Et c'est souvent ce que ces personnes disent, en disant oui mais c'est évident, et avec une forme de difficulté enfin, ça peut arriver une forme de difficulté pour retranscrire cette évidence qui s'inscrit très fort en eux.
Donc, voilà, donc vraiment, c'est ces doubles caractéristiques, intensité de pensée, intensité de ressentir, qui crée ce profiling d'une certaine façon de ces personnalités qui ont énormément d'atouts pour l'entreprise, mais qui ont aussi dans les recoins de leur personnalité des singularités qui peuvent parfois surprendre, agacer, étonner, ou tout simplement qu'on peut avoir des difficultés à comprendre. Par rapport à ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on a le droit de dévoiler le projet que tu as en cours avec une entreprise de consulting sur Paris, il me semble, ou c'est trop tôt. Tu nous fais la primeur d'en parler un peu? Non, non, bien sûr, on peut en parler. C'est-à-dire que moi, je suis très préoccupée et je suis tellement contente que les recruteurs comme toi, les chasseurs de tête, ou c'est, en tout cas ceux qui se préoccupent de repérer des talents pour l'entreprise, se mettent dans leur grille de compréhension ces profils-là, que oui, moi, je suis très touchée par la nécessité d'informer les chefs d'entreprise, les DRH, que ces personnalités-là existent, que nous les avons tous rencontrées et qu'elles ont besoin d'être intégrées et entendues, comprises pour ce qu'elles sont vraiment, pour alors pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes et surtout pouvoir s'épanouir dans l'entreprise et épanouir l'entreprise. C'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. Alors, on s'est associé, nous, Cogitose, avec une agence qui s'appelle Métamorphose, donc on est dans beaucoup le ose, pour oser justement donner les clés aux entreprises pour mieux comprendre ces profils-là et mieux les accompagner dans les équipes, leur donner les fonctions, les places, les encadrements, mais aussi les équipes qui correspondent le mieux à ce que ces personnalités-là sont. Et je me souviens avoir fait une interview il y a quelques années où j'avais dit, et je pourrais vraiment le redire là, que les surdoués sont vraiment un vivier fort de leadership pour l'entreprise. Parce que ce sont vraiment des personnalités dont la force de production pour l'entreprise, la force de création pour l'entreprise, la force d'innovation pour l'entreprise, la force d'entraînement, la force de travail tout simplement. Ce sont des personnalités qui, à partir du moment où elles sont dans leur secteur, dans leur dynamique de fonctionnement, sont capables de produire. C'est un mot que j'ose employer totalement parce que je trouve que de produire de l'énergie pour travailler est un engagement très fort dans la vie et c'est un engagement très fort pour ces personnalités-là, comme d'ailleurs pour toutes celles qui se sentent à la bonne place au bon moment. Et donc voilà pourquoi on a décidé de créer ce projet de informer, former les entreprises pour pouvoir accueillir au mieux tous ces profils dont le monde, j'oserais dire, a vraiment besoin aujourd'hui. Là, c'est quelque chose de fort, hein, ce que tu dis, parce que on sait en plus qu'on a une difficulté très franco-française à se plaindre à longueur d'année qu'on perd nos talents et qu'ils partent dans d'autres pays où c'est moins grave d'être bon, c'est moins grave de gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'en France, on a encore un peu de mal avec la douance. Parce au lieu de générer de la fierté pour l'entreprise d'avoir réussi à catalyser les compétences de quelqu'un, son potentiel, et avoir été le bon incubateur pour ce talent-là, il y a encore un petit peu de réticence et je suis ravie de savoir que tu t'engages sur ce type de projet et j'espère que vous allez être contacté par de nombreuses entreprises qui, surtout en période de crise Covid, ont sûrement besoin de se renouveler, d'innover avec de nouveaux talents et avec d'autres manières de voir les choses. Donc, c'est juste génial. Oui, mais je crois que si il est quelquefois difficile, comme tu dis, d'intégrer la douance dans les entreprises, je ne sais pas s'il faut tout à fait le penser comme ça, parce que ce n'est pas la difficulté
sur le papier, c'est formidable d'intégrer la douance dans l'entreprise. Ça marche très bien. C'est dans la réalité du vécu de la rencontre de certaines de ces personnalités-là avec le monde de l'entreprise où il y a une incompréhension. Parce que dans le beaucoup, j'aime pas le trop parce que le trop, ça fait tout de suite quelque chose qui va pas. Mais dans le beaucoup, dans l'intensité, ce sont des personnalités qui sont très exigeantes, qui ont besoin de se sentir entendues, comprises, mais comme tout le monde. C'est ça qui est formidable avec ces personnalités-là, c'est que dans le fond, c'est un excès de la normalité. Et donc, mais ce qui est indispensable pour les autres et incontournable pour ces personnalités dans leur besoin de sentir qu'on les écoute, on les entend, qu'on ne les prend pas pour des farfelus, des dingues, des huluberlus qui vont avoir tout d'un coup une idée qui est vraiment out of the box, comme le disent certaines entreprises, avec cette pensée divergente, c'est-à-dire cette pensée qui sort du cadre parce que précisément, comme on le disait, à partir du moment où on est capable d'associer des idées qui peuvent arriver de plein de champs de pensée différents, de plein de champs d'expertise différents, de plein de champs de connaissances différents, ça crée un savoir nouveau, ça crée une compétence nouvelle qui est pas forcément exactement dans le cadre de l'entreprise ou du projet tel qu'on l'a initialement prévu. Donc c'est important de l'entendre comme ça et que quelquefois aussi dans les relations humaines, ce sont des personnalités qui ont tellement besoin de sincérité, d'authenticité, qui sont tellement exigeants dans les liens sociaux qu'ils entretiennent, en particulier dans leur milieu professionnel, que parfois certaines personnes peuvent dire oui, mais toi, tu vas toujours chercher la petite bête, toi, tu penses toujours qu'il faut qu'on soit ensemble pour faire ceci ou cela. Ben oui, en réalité, ce sont des personnalités qui ont besoin d'être ensemble. Moi, je trouve que ce sont des personnalités de la reliance. Euh, et, et, et ce ne sont pas du tout des coureurs de fond solitaires. Ce n'est pas du tout des personnalités qui ont besoin de faire les choses tout seuls ou même de s'approprier leurs idées, leurs pensées, leurs créations, leur innovation. Pas du tout. Ce sont des personnalités qui ont, à l'inverse, totalement besoin de se sentir reliés aux autres, de se sentir ensemble, de sentir que c'est quelque chose qui, même eux, sont leaders dans ce qu'on est en train de faire. Ils ont besoin de cet écho, de l'autre, euh, de, de cette compréhension de l'autre. Et j'oserais même dire, et j'aime dire ça, de cet amour de l'autre. Exactement. Alors, c'est rigolo parce que là, on parle des profils qui sont identifiés ou faciles à identifier. Et ce qui est intéressant, dont tu parles aussi, hein, c'est ces parcours qui sont à haut potentiel, zèbres, surdoués, on les appelle comme on veut, mais qui en tout cas, des fois, arrivent par beaucoup de passages de souffrance avant d'avoir conscience eux-mêmes qu'ils sont comme ça, avant d'identifier leurs particularités. Soit par le biais de l'entourage qui va les emmener un peu des fois sur cette voie-là, soit par leur lecture, soit par les rencontres. Mais il y a des fois des années d'errance, hein, de diagnostic, si on peut appeler ça un diagnostic. Mais diagnostic, j'aime moins ce mot-là parce que ça fait un peu de maladie. Il n'y a rien de grave à être à haut potentiel. Identification. Comment ? Identification. Oui, exactement. Ouais, je préfère. Tu as raison. Et du coup... je sais que chez Cogitos, pardon, tu les accueilles, ces gens-là, aussi pour des bilans de compétences, où vous avez la connaissance de cette particularité mieux que personne hein, aujourd'hui en France. Et comment tu pourrais expliquer à des managers qui sont peut-être ou des chefs d'entreprise, des RH qui sont peut-être face à des profils comme ça et qui sans le vouloir un risque de les abîmer, et comment le vivent ces gens-là? Tu vois, est-ce que tu as des exemples de vécu, de personnes que tu as rencontrées justement qui s'ignoraient complètement? Oui, mais c'est vraiment une question compliquée parce que moi, bien sûr, j'ai le retour du vécu de ces personnalités qui souvent ont la sensation de bouillir. Ils ont la sensation un peu comme une cocotte minute qui est prête à exploser, mais ça, c'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnalités, de profils dans l'entreprise pour des tas d'autres raisons. Mais c'est vrai que eux, ils ont toujours, enfin, ils reviennent, ils rapportent
le plus souvent cette sensation d'être en ébullition interne, comme si la puissance dans laquelle ils se trouvaient ne pouvait pas arriver à s'exprimer et à s'imprimer et à s'incarner dans leur engagement professionnel, parce que c'est vraiment d'engagement dont il s'agit. Ce sont des personnalités engagées. Et puis, quelquefois, c'est leur sensibilité émotionnelle qui les rattrape, parce que la sensibilité, comme je le disais, c'est une sensibilité générale à tout ce qui se produit autour d'eux, mais ça peut être aussi une sensibilité empathique. Ce sont des personnalités très empathiques, donc qui vont ressentir les émotions des autres, qui vont raisonner avec les émotions des autres et qui vont pouvoir moduler leur façon d'être dans leur milieu professionnel en fonction de ce qu'ils ressentent, de ce que vit l'autre ou de ce que vivent les autres dans le cadre, par exemple, d'une réunion ou d'un projet commun, et avec cette nécessité de s'ajuster en permanence. Et ce que ces personnalités rapportent beaucoup en consultation, c'est une forme d'épuisement et aussi un besoin parfois de cacher ce qu'ils sont et donc de mettre des masques. Je me souviens par exemple d'un directeur de banque, d'une très grosse banque internationale, donc dans une agence française en France, et il y avait des choses qui me touchaient tellement en réunion, alors que c'était le boss, c'était le patron, il avait besoin de sortir de réunion pour pas qu'on voit que ça lui mettait les larmes à l'œil. Et pour lui, c'était insupportable parce qu'il aurait voulu contenir ça et il n'y arrivait pas. Ou alors, il se dézoomait, il se désintéressait de la réunion pour pas être touché. Et c'était compliqué pour lui d'arriver à être dans la juste distance ou la juste présence finalement dans le cadre d'une réunion, par exemple. Mais je me rappelle aussi cette personne en consultation qui me disait, en fait, on est des handicapés des émotions parce que les émotions, c'est des tsunamis permanents et dans le cadre de l'entreprise, on est très souvent, trop souvent, obligé de ravaler d'une certaine façon nos émotions, de les contenir, de les brider, de les enfermer. Et ça rajoute à ce bouillonnement. Et donc, dans les bilans de compétences qu'on a spécialisés par rapport à ces personnes-là, ce qu'il y a aussi, c'est le caractère atypique de leur parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la réussite académique avec le bon diplôme au bon moment, au bon âge, qui va faire la compétence de ce candidat-là ou de ce parcours-là. Et je crois qu'en France en particulier, on ne sait pas trop tirer parti des profils où il peut y avoir une succession d'engagement professionnel, et ça ne veut pas dire que la personne est instable ou n'a pas été capable de s'inscrire dans l'entreprise sur le long terme, mais qu'elle a eu besoin de se nourrir de ces ouvertures professionnelles-là pour tracer son parcours. Et ça, c'est vraiment différent. Et qu'il peut y avoir aussi des parcours qui sont parsemés d'erreurs, de renoncements, de recul. Et aux États-Unis, on a bien compris que plus on échouait, plus on était dans l'accomplissement, dans son propre accomplissement et dans ce désir d'avancer, ce besoin de se construire. En France, on a quelquefois tendance à considérer que l'échec est un arrêt et qu'on ne peut pas se permettre, nous, professionnels du recrutement, par exemple, ou des RH, de recruter quelqu'un qui montrerait sur un CV un parcours totalement parsemé de morceaux d'engagement ou de difficultés rencontrées ou de tentatives entrepreneuriales avortées. Alors que si, justement, pour ces personnalités-là, ça fait partie de leur mode de fonctionnement, de s'ouvrir à d'autres mondes et puis quelquefois de renoncer par décision à des parcours typiques, c'est-à-dire par exemple les classes préparatoires sont souvent pour les surdoués, les zèbres, les hauts potentiels, des impossibilités.
des empêchements, des renoncements nécessaires. Parce que les modalités de fonctionnement des classes préparatoires sont vécues par ces profils-là comme une nécessité de rentrer dans des petites cases et dans des petites boîtes et non pas d'exprimer ou de faire fructifier ou de déployer leur intelligence et leur plaisir d'apprendre, de comprendre, de se saisir des choses, mais une obligation de répondre à une norme et d'apprendre par cœur et de restituer sous une forme qui est exactement celle attendue par une normalité académique, et ils n'y arrivent pas. Moi, je me souviens d'un jeune patient, bon, ça s'appelle patient dans mon métier, mais qui devait renoncer, et ça a été très violent pour lui, à faire médecine, à faire des études de médecine et à devenir médecin, parce que il avait des amis qui étaient en médecine et il me disait, moi de toute façon, je ne peux pas faire cette première année. Je ne peux pas passer 12 heures de ma journée à apprendre par cœur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas que je ne peux pas intellectuellement, mais il y a quelque chose qui fait obstacle parce que c'est tellement pas quelque chose qui active l'intelligence, mes compétences, mon envie d'apprendre, mon envie de comprendre. On ne me demande pas de comprendre, on me demande d'apprendre de façon, pardon, mais bête et méchante. Et j'y arrive pas. Et pourtant, il voulait être médecin. C'était son projet depuis qu'il avait 5 ans. Et il avait l'idée d'ailleurs de créer il était trop mignon, de créer un vaccin, alors c'est la mode, le vaccin pour le Covid, alors c'était pas le Covid, c'était pour le sida, et se disait que la sauge était probablement un ingrédient qui avait des vertus qu'on n'avait pas encore tout à fait découvertes. Pourquoi? C'est son histoire, peu importe. Mais en tout cas, il avait déjà vraiment, depuis tout petit, cette sensation qu'il fallait faire avancer la médecine et que peut-être qu'il pourrait contribuer, pas être le ponte et le premier et le meilleur. C'est pas du tout leur énergie d'ailleurs. Mais donc dans les bilans de compétences, on va retrouver ces profils qui sont un peu des profils comme des Tetris, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de puzzle qu'il va nous falloir nous assembler parce qu'on peut le comprendre et on peut le valoriser et on peut aller rechercher la substantifique compétence qui est au cœur de ces différents blocs de ce Tetris, et que quand le Tetris va être assemblé, ça va donner un profil, mais qui est magique pour les entreprises, qui est exactement ce dont les entreprises ont besoin. Et si des recruteurs comme vous, comme toi, vous avez cette capacité à cerner à la fois la complexité, la malice et la profondeur et l'intensité, la brillance de ces profils-là, les entreprises françaises vont enfin aller loin. C'est gentil. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'on doit des fois rééduquer la relation des entreprises avec les cabinets de recrutement parce qu'ils ont des attentes qui ont été instaurées historiquement par le biais des chasseurs de tête. On appelait ça comme ça historiquement. C'est un mot que j'aime moyennement, tu l'imagines. Mais c'est vrai que c'est une espèce de rééducation à notre métier, à la bonne compréhension de notre métier. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis c'est vrai aussi que c'est un sujet qui nous tient à cœur au cabinet puisque personnellement touchée par des enfants zèbres et puis moi je fais partie de ces gens atypiques. Je te levais le doigt tout à l'heure, mais effectivement moi j'ai découvert ça il y a 4 ans quoi. Donc j'ai passé une vie à croire que j'étais nulle et finalement j'avais du potentiel pour des choses, mais c'est des fois un soulagement. Après ça change pas la vie, hein, c'est une indication de plus, mais voilà. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est peut-être justement de dire aux gens qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ces parcours atypiques, s'ils veulent témoigner,
pour prochainement qu'on puisse les contacter dans ce sens-là. Ce serait intéressant qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à la partager avec leurs amis auxquels ils ont pensé en écoutant ce que tu as expliqué sur ces personnes-là. Et s'ils se reconnaissent là-dedans, qu'ils se fassent connaître tout court pour qu'on puisse les recontacter par la suite. Du coup, pour cette année 2021, qu'est-ce que tu souhaites, toi, dans le monde des zèbres, que ce soit chez les petits zébrillons ou chez les grands zébrillons? Qu'est-ce que tu as envie de leur souhaiter pour cette année? Je crois que cette année 2021, elle suppose deux choses. La première, en dehors de tout ce qu'on sait de flexibilité, d'adaptabilité, de tolérance à l'incertitude, mais pour dire les choses sous un angle plus positif, moi je dirais que ce qui est très important, c'est d'être ouvert à la surprise et d'être prêt à accueillir ce qui viendra, quoi qu'il vienne, et avoir cette capacité à être touché par ce qui vient, et en fonction de qui on est, du stade où on en est, de l'âge qu'on a, de notre environnement, de notre contexte, de notre projet de vie, de notre monde professionnel, de notre vie familiale, peu importe quoi, de l'intégrer un peu comme une recette de cuisine pour en faire quelque chose d'unique, quelque chose qui est sympathique et qui est original. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais souhaiter, c'est de mettre le maximum de créativité et de pétillant dans ce monde qui est morose parce que c'est notre environnement qui est comme ça aujourd'hui. Et bien sûr qu'il y aura une fin à tout ça, enfin en tout cas on l'espère tous, mais ça ne nous empêche pas d'être créatifs avec ce qui est aujourd'hui. Et on peut toujours aller chercher de la créativité parce que sinon, si on n'est pas dans cet engagement créatif, on va se dessécher, tous. Et il y a un tel creuset, de telles possibilités de créativité chez ces personnalités-là que c'est vraiment maintenant qu'il est important, j'aime pas les il faut, on doit, mais qu'il est important d'aller chercher cette matière première qui est la ressource des surdoués, zèbres au potentiel, de ces personnalités incroyables. En tout cas, merci pour ton dynamisme et ton optimisme légendaire. Ça fait un bien fabuleux de t'entendre parler de toutes les possibilités qui s'offrent là aujourd'hui en t'écoutant aux entreprises de se renouveler avec d'autres types de talents, avec d'autres potentiels recrues et voilà. En tout cas, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé pour cet entretien aujourd'hui. Et puis, j'espère à bientôt et une belle année 2021 à toi, à toutes les équipes des centres Cogitos et surtout à ce fameux projet qui est en cours de lancement pour tous les clients de l'EAVI qui nous écoutent aujourd'hui et tous les autres chefs d'entreprise qui nous écouteront par la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps pour mieux aider les entreprises et les personnes qui ont ce profil-là à se repérer mutuellement pour faire ces alliances nécessaires pour notre monde qui a vraiment besoin d'être enchanté, voire réenchanté. Donc, bravo à vous d'être attentif à ces profils-là. Merci pour eux. Merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Merci.